Bonjour, c'est Mallory de CNKR. Je suis contente de pouvoir vous présenter le replay de la visioconférence qui a eu lieu jeudi 3 décembre 2020 à 20h30 avec Elsa Imhoff et Rémi Ollier sur le thème des TCC, thérapie cognitive et comportementale. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas CNKR, on est une association nantaise. Donc CNKR, ça veut dire conférence nantaise en kinésithérapie et rééducation. On est une asso qui date de 2 ans et l'objectif de cette création, c'est de faire des conférences assez régulièrement dans l'année. On en fait généralement 5 ou 6 dans l'année. Au départ, on avait commencé de les faire en présentiel pour regrouper les kinés et rééducateurs nantais pour faire du lien entre nous et essayer de partager nos connaissances. Et puis du coup, depuis plus de 6 mois, on essaie de travailler en visio et on ouvre un petit peu à tout le monde, à tous les kinés français, ceux qui veulent participer. Donc voilà, on est une asso de bénévoles, on est 4 dans le bureau et les soirées qu'on propose sont gratuites. On propose simplement une participation à une cagnotte Litchi qu'on a mis en place il y a quelques mois. Donc vous avez eu le lien par mail ce matin ou ce soir pour ceux qui se sont inscrits un peu plus tard. Je le remettrai peut-être tout à l'heure dans la conversation quand je prendrai le temps de le retrouver sur le mail. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et même si c'est une participation de 1 euro, c'est déjà super vu le nombre de personnes qu'on est ce soir. Du coup, oui, on peut peut-être commencer. Il est 20h40, on est presque 200. Donc ce soir, on parle de TCC avec Elsa Imhoff et Rémi Ollier. Est-ce que Rémi, tu as réussi à imprimer ce que tu voulais? Oui, c'est tout bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour Ok. à tous. Donc on est vraiment enchantés de vous avoir tous les deux. Merci beaucoup d'avoir préparé ce topo pour CNKR et pour tous les participants ce soir. Ah oui, je précise que du coup, on a le petit chat qui est ouvert donc dans Converser en bas pour ceux qui ne connaissent pas encore Zoom. Donc en bas de l'application ou du logiciel, là vous avez une icône Converser et donc quand vous cliquez dessus, vous voyez le chat avec tous les coucou, bonsoir des participants là depuis le début de la soirée. Si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les noter ici parce que nous, on en prend note et puis on retournera un petit peu dans le chat après. Et on posera les questions soit pendant l'intervention si on voit que c'est directement en lien et que ça vaut le coup de couper les Elsa ou Rémi, ou alors on prendra le temps plutôt à la fin pour revenir sur certains détails. Donc n'hésitez vraiment pas à poser ces questions. Est-ce qu'il y avait autre chose à préciser avant de commencer? Je pense que c'est bon. Paul Arnaud, Alizé, c'est bon? Ok. Eh bien alors, bonne conférence à tout le monde. Et puis, je laisse la parole à Rémi et à Elsa. Bonjour à tous. Alors, vous confirmez que vous voyez l'écran, mon écran? Ok, super. Bon, alors je commence par parler, puis ensuite on va laisser parler Elsa. Peut-être juste déjà un petit retour sur le questionnaire pour ceux qui ont répondu au questionnaire. Parce que mine de rien, il y a des choses intéressantes dans ce questionnaire que vous aviez reçu apparemment ce matin dans le mail. Déjà, il y avait une première question qui vous demandait si vous aviez entendu parler des TCC, et puis si oui, dans quelles circonstances. Alors moi, je trouve ça super positif, parce que pour 34% d'entre vous, vous avez entendu parler des TCC dans des formations dont le sujet principal n'était pas les TCC. Et ça, c'est cool, ça veut dire qu'il y a des formations qui s'ouvrent de plus en plus à une vision de la psychologie. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui fait plaisir aussi, c'est qu'en deuxième position, on s'aperçoit qu'il y a les IFMK qui commencent à en parler. Donc, c'était loin d'être le cas il y a même 2-3 ans. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est chouette. Et puis ensuite, dans les articles scientifiques. Et effectivement, les TCC, Elsa va y revenir dessus, les TCC sont beaucoup appuyés par des articles scientifiques. A priori, vous êtes quand même assez au courant de ce qui se passe dans la douleur ces dernières années, à 95,1%. Donc c'est bien parce que la pratique éclairée par la psychologie dont on va parler ce soir, c'est vrai que c'est surtout orienté sur la douleur.
Et puis, quand on vous demande de participer ce soir, savoir si vous voulez prendre la parole, bon, il y a quand même 48,6% qui disent non. Alors, c'était non parce que tous mes patients sont cool et en plus, ils sont guéris. C'était ça la proposition. Et après, il y en a plein d'autres qui ont répondu. Il y en a un que je trouvais qui a eu la palme, c'est non parce que je vais avoir trop de fans si je passe pendant la conférence. Voilà. Et ensuite, vous êtes aussi hyper au taquet sur la vision biopsychosociale de la douleur parce que la dernière fois que vous avez eu très mal au dos ou dans une autre circonstance, quelles étaient ces circonstances justement de survenue? Et ben en fait, vous êtes très très orienté sur des facteurs psychologiques et sociaux et pas que sur des facteurs biologiques. Et ça, alors, c'est une question qui est récurrente. Hein, je la pose tout le temps, quasiment à toutes les conférences que je fais. C'est la première fois que je vois autant de personnes qui pensent à intégrer des facteurs comme, vous voyez, la fatigue, la grossesse, fatigue, grossesse, origine multiple, excès de mouvement, fatigue, émotion forte, période de stress, stress conflictuel au travail, blocage, mais aussi mauvais moral et problèmes perso. On est en plein dedans. Donc bravo, parce que ça veut dire aussi, je pense, parce que les conférences, ça fait un moment que je peux en faire, que ça change, que la vision en fait est en train de vraiment évoluer vers une application concrète du modèle biopsychosocial. Donc c'est cool. Alors, nouveau partage, on va peut-être partir là-dessus maintenant. Hop, ça marche toujours? Oui. Génial. Alors, la pratique éclairée par la psychologie. Voyons un petit peu. Alors déjà, les conflits d'intérêts, il y en a que pour moi, mais c'est vrai qu'ils sont importants. Pour Shake Up Formation, l'agence EBP et Kiné & Co, je fais des formations, soit des formations qui parlent de TCC, soit à partir de l'année prochaine, des formations en TCC. Donc forcément, c'est des conflits d'intérêts assez directs. Donc, si on s'intéresse un petit peu à la pratique éclairée par la psychologie, on peut déjà s'intéresser à la définition de ce que c'est la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est ce que nous dit l'OMS. Est-ce qu'on peut voir dans le chat d'ailleurs? J'aimerais bien, il y a 4 points d'interrogation là. C'est pour que vous mettiez dans le chat la date, à votre avis, de cette définition. À votre avis, cette définition, elle est sortie en quelle année? Depuis combien de temps l'OMS nous dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social? Alors, est-ce que je peux voir le chat, moi, là-dedans? Non, je ne peux pas. À la fois partager et voir le chat. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, du coup, les réponses, en gros, qui sortent? Mallory, peut-être? Tu peux faire ça? Alors, je suis là. Tu m'entends? Ouais. Alors, on a 1987, 1990, 1986, 2015, années 70, 80, 2000, 2005, 2000, 2000, 2010, Okay. 1946, les années 70, 2000, 1990, 73. C'est très variable. Bon, eh ben, on a une grande gagnante ou un grand gagnant. 1946. Ah, il y en a eu même plusieurs de 46. Ah, voilà, Ouais. il y en a quelques-uns qui sont au courant. Ouais. Et effectivement, habituellement, on a tendance à penser que la vision bio-psychosociale, parce que là, il est bien question de ça, hein, c'est quelque chose d'assez récent, mais en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un lien entre la psychologie, entre le social et la maladie ou la santé. Engel l'a mis en route, on va dire, à la fin des années 70, 77. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on en est conscient. Après, il a fallu le modéliser. Alors là, par contre, je n'ai plus. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire dans quelque chose dans notre métier de kiné, c'est que dans l'exercice de son activité, le MK tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient. Donc ça, c'est ce qu'on est, entre guillemets, obligé de faire depuis 1987. C'est souvent là qu'il y a un petit souci, parce que c'est ce qu'on doit savoir faire, mais on s'aperçoit que autant pour évaluer en général tout ce qui est biologique, caractéristiques biologiques, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Et puis quand on rentre dans la sphère psychologique, sociale, économique, culturelle, j'ai l'impression que ça pose encore plus de soucis. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et pourtant, on doit le faire. Et puis, il y a des gens qui se sont intéressés à ça et puis qui ont
qui ont essayé en fait de nous donner un guide. Alors, c'est l'équipe de Yannick Toussignan-Laflamme. C'est le modèle, à mon avis, le plus élaboré actuellement pour avoir une vision assez globale de la prise en charge. Là-dedans, Cocorico, il y a un petit Français, ou un grand Français, Florian Naï, qui bosse justement sur l'élaboration de ce modèle, et puis maintenant, en fait, la mise en application de ce modèle. Et donc, il y a 5 sphères qui sont intéressantes à évaluer: la nociception, le système nerveux, les comorbidités, tout ce qui est cognitivo-émotionnel et tout ce qui est contextuel. Voilà. Si on veut prendre en charge un patient, en fait, c'est ça qu'il faut savoir évaluer. Si on détaille un petit peu, la nociception, en général, ça ne pose pas de souci. On sait qu'il y a des facteurs mécaniques, chimiques, thermiques. En fait, en gros, c'est notre boulot de kiné, on va dire, traditionnel, même si dès le départ, on ne va pas faire que ça. Hein. Mais voilà, c'est en général ce qui est le plus enseigné, ce qui prend le plus de temps dans les IFNK. Le système nerveux, en général, quand c'est quelque chose de périphérique, une neuropathie, on y arrive plutôt bien. Si on arrive sur un problème du système nerveux central avec un problème de régulation de la douleur, c'est déjà parfois un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, vous le savez, puisqu'on a vu dans le questionnaire que vous avez plutôt bien répondu au fait de connaître un petit peu toutes les connaissances nouvelles sur la douleur. Et puis, les comorbidités, il faudrait pouvoir être capable d'évaluer tout ce qui est santé mentale, le sommeil, alors ça, on commence à en prendre l'habitude, et puis les autres pathologies, ça, on sait le faire. Et puis, il y a le cognitivo-émotionnel. Je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est justement parce que vous êtes soit curieux, soit vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus. En fait, il faut évaluer tout ce qui est cognitif. Le catastrophisme, l'auto-efficacité, les croyances, le sentiment d'injustice, qui peut avoir un lien assez fort avec l'évolution de nos soins. L'émotionnel, comme l'anxiété ou la phobie, il y en a plein d'autres. Hein. Et les comportements, comme l'évitement, l'isolement, l'ergomanie. L'ergomanie, c'est le fait de beaucoup travailler plus et d'en faire beaucoup. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte dans la prise en charge du patient. Et puis, les facteurs contextuels, comme le travail, les relations à soi, à la famille, aux amis, globalement, les relations interpersonnelles. Et puis, la culture et la spiritualité. Voilà. Parce que si on accouche, si on est une femme et qu'on accouche et qu'on est catholique, en fait, le fait d'avoir mal, ce sera peut-être moins pénible, moins de souffrance que si on n'est pas croyant et qu'on attendait surtout la péridurale qui n'est jamais arrivée. Voilà. Et puis, il y a des rituels initiatiques aussi qui peuvent être plus ou moins bien vécus si c'est pour un rituel pour passer à l'âge adulte, par exemple. Donc, tout est fonction de tout ça. Donc, ce modèle, en fait, il est là pour nous guider un petit peu dans cette prise en charge biopsychosociale. Et puis, on se rend compte que si on veut bien évaluer le patient, il y a plein de paramètres qui ne sont pas si évidents que ça. Quoi. Comment évaluer l'aspect cognitif et émotionnel? C'est là, en fait, qu'on peut arriver normalement à faire une petite grille comme ça. En fait, c'est la pratique éclairée par la psychologie qui m'aide à faire tout ça. Cette pratique éclairée par la psychologie, en fait, c'est un pont entre une vision biomédicale et les thérapies cognitives comportementales. Voilà. Donc, c'est des outils de thérapie cognitive comportementale, mais ce n'est pas une psychothérapie en soi. Voilà. Là, il faut que les choses soient bien claires, parce qu'en plus, si on veut développer un maximum cette approche, il faut que chacun garde bien son métier. Et voilà, donc il faut connaître des choses sans forcément marcher sur le métier des autres. Qu'est-ce que ça fait tout ça? En fait, si on commence à maîtriser un petit peu plus, à mieux comprendre les comportements des patients, les émotions des patients, ses pensées, en fait, on s'aperçoit qu'on peut plus facilement se rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent et plus facilement l'orienter vers une assistante sociale s'il y en a un problème social, l'orienter vers un psychologue ou un psychiatre s'il y a un problème lié aux émotions, aux pensées. Alors, hop. Qu'est-ce que ça fait? Du coup, ça optimise effectivement le triage. Et donc, ça permet au kiné de faire, et puis pour le patient, de faire un lien entre le corps et l'esprit. Parce que le patient, lui, quand il vient, il a tendance à ramener les choses à son corps, puisqu'il vient avec une plainte qui est liée à une douleur particulière sur un endroit particulier. Et puis, le rôle de la pratique éclairée par la psychologie, ça va être d'évaluer tous les facteurs qui peuvent intervenir dans ces phénomènes douloureux et potentiellement amener le patient à comprendre qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui vont jouer. Ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, on a d'autres facteurs. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, je vous encourage,
à lire L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux. Si vous voulez en fait étudier le soma, psyché, corps et esprit, il a fait un livre super intéressant là-dessus. Voilà. Et ben, du Rémi, coup, maintenant, excuse-moi. ouais, Ouais, juste une petite question qui je pense, arrive au bon moment. ouais, Clémentine qui demande, est-ce que le modèle de Tout Seigneur la Flamme que tu viens de nous présenter oui. remplace, entre guillemets, le triptyque biopsychosocial ou est-ce qu'il va plus loin? C'est-à-dire, selon elle, dans ce qu'elle explique, est-ce que ça invalide ce triptyque ou est-ce que plutôt ça l'approfondit? Alors, le modèle biopsychosocial, c'est vraiment la façon dont il a été élaboré. C'est 77, c'est Engel. Et puis, la façon dont on le voit aujourd'hui, c'est quand même assez éloigné de la vision qu'avait Engel, où il partait vraiment du côté cellulaire et puis il s'éloignait au fur et à mesure, voilà, sur une vision très large. Ce modèle-là, c'est actuellement le modèle qui, effectivement, est un peu plus performant que le modèle biopsychosocial. Parce que biopsychosocial, déjà, en fait, tout est lié. C'est difficile, en fait, de séparer tout ça. Parce que finalement, on pourrait dire presque au final, tout est bio. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Et je pense que, personnellement, je pense que c'est le fait d'avoir dit biopsychosocial pendant des années qui a fait qu'on a pris du retard. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à voir la différence. On se dit, oh là là, mais biopsychosocial, ça veut dire que tout est dans la tête. Non, ce n'était pas ça du tout. L'avantage de ce modèle-là, en fait, en 5 bulles, c'est qu'il sépare bien les choses et surtout, en fait, dans chaque bulle, il dit exactement quoi aller chercher. Donc, c'est un modèle qui est actuellement performant et surtout, je pense que c'est le plus performant et surtout, c'est le modèle qui a été le plus étudié et il continue encore à l'étudier et à le valider. Actuellement, ils l'ont fait pour la lombalgie, donc on est très limité, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être appliqué pour autre chose que de la lombalgie, sachant qu'une douleur est une douleur, quelle qu'elle soit. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, merci, super. Du coup, il y avait une deuxième question qui était, tu y as répondu. Est-ce que ce modèle est seulement utilisé dans le cadre de la lombalgie ou est-ce qu'il est généralisable? Mais je pense que tu as… Pour l'instant, il est validé pour la lombalgie. Voilà, c'est la limite. Voilà. Et il est quand même assez récent. Hein. Il est quand même assez récent, donc il demande à être validé. Les validations, c'est long, c'est des études qui sont très longues. Et voilà, ils sont plusieurs à travailler là-dessus à l'université de Sherbrooke, mais ça reste long. Voilà. En tout cas, moi, je vous encourage à l'utiliser, ce modèle-là, avec chaque patient. Et il y a le petit radar. Hein, alors là, du coup, je ne sais pas comment revenir en arrière, peut-être en faisant ça. Hop. Ce petit radar-là, si pour chaque patient que vous êtes capable de faire ce petit radar en me disant, mon patient, il a surtout de la nociception, il a surtout un problème de système nerveux et, voilà, et un petit peu de cognitivo-émotionnel, OK, si mon patient, quand je lui fais une séance, la fois suivante, il revient, il me dit il a très très mal, je pourrais me poser la question, est-ce que c'est parce que je n'ai pas joué sur la nociception ou est-ce que c'est parce que ces facteurs cognitivo-émotionnels sont devenus encore plus importants pendant la semaine où on ne s'est pas vu? Voilà, ça permet toujours de remettre en perspective les choses et de rentrer un patient, même si c'est difficile de faire rentrer un patient dans une case, là ce n'est pas une case, hein, mais disons de mieux comprendre l'ensemble des facteurs qui vont en fait moduler la douleur de mon patient et les comportements et les pensées de mon patient. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Elsa? Dis donc, j'ai plus beaucoup de temps. Alors, du coup, je prends le relais. Ouais, vas-y, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on me voit, du coup. On te voit, Elsa. Ok, d'accord. Alors, donc, effectivement, je vais prendre le relais pour un peu plus spécifier peut-être ce que sont les TCC, du coup, après une bonne intro, une bonne accroche. Et puis essayer de faire peut-être un zoom sur une partie des TCC parce qu'on ne peut pas tout voir en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Donc, de zoomer sur les approches, sur la question de la posture en TCC et des techniques communicationnelles. Alors, me concernant, n'hésitez pas à poser des questions pendant. Moi, j'ai plus l'habitude de faire des présentations vraiment interactives. Donc, pour moi, ça va être une difficulté de faire une présentation théorique alors qu'on parle d'aspects très pratiques puisqu'on va aborder les aspects communicationnels. Donc, c'est quand même très pratico-pratique.
Donc, globalement, les TCC, bon, bah, comme Rémi l'a dit, c'est une psychothérapie. Donc, des psychothérapies, il y en a par centaines. Parmi les plus connues, thérapie systémique, thérapie psychodynamique, qui sera plus inspirée du courant psychanalytique. Les TCC aussi. Alors, les TCC, elles ont été introduites en France récemment, puisque c'est dans les années 70. Mais depuis, elles ont vraiment prouvé leur efficacité dans plusieurs troubles. Hein, donc, que ce soit dans des troubles dépressifs, bipolarité, des troubles, voilà, ou dans les troubles anxieux, TOC, troubles paniques, agoraphobie, enfin bon, dans différents troubles. Et d'ailleurs, la HAS la recommande en première intention pour cela. Alors, globalement, les théories qui sous-tendent les TCC, c'est des théories en lien avec l'apprentissage. L'idée, c'est que les symptômes ou les problèmes que vont amener le patient, en fait, des comportements comme étant problématiques, ils sont vus comme des apprentissages qui ont été acquis au cours de son histoire, en fait. Alors après, on a l'apprentissage opérant, l'apprentissage répondant, l'apprentissage social. Bon, on ne va pas détailler tout ça aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, libre à vous d'aller voir plus en détail ce que sont ces différents types d'apprentissage sur lesquels on se base en TCC. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre comment la personne a appris ses comportements. Par exemple, face à la douleur, qu'est-ce qui fait qu'elle a des comportements qu'on voit comme étant dysfonctionnels? Qu'est-ce qui renforce ce comportement-là? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'elle évite certaines activités, en fait, qu'elle a appris à l'éviter? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des renforcements? Est-ce qu'il y a des croyances qui font que la personne perdure dans cette problématique? Est-ce qu'il y a des types de pensées? Rémi, tu as évoqué le catastrophisme, donc la dramatisation. Est-ce que aussi la personne, par exemple, a eu des modèles qui lui ont appris à fonctionner de cette manière-là? Donc là, on est plus dans l'apprentissage social, justement, dont je parlais avant. Et donc, c'est aussi à partir de ces théories-là qu'on va baser le traitement, en fait, hein, pour essayer, globalement, de réapprendre aux patients d'autres choses, en fait, à partir de nos théories de l'apprentissage. Alors, c'est Rémi qui a la main mise sur les diapos. Parfait. Donc, je te dirai quand il faut changer de diapo. Donc, globalement, comment ça se passe? Une thérapie, TCC, pour comprendre l'idée globale. Donc, on va déjà s'intéresser à ce que la personne amène, donc son problème, son symptôme, souvent. Et on va passer plusieurs séances à essayer de comprendre. Donc, parfois, ça peut prendre 3, 4, 5 séances. Donc, c'est là l'analyse fonctionnelle. On va essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est installé, comment la personne a appris ça, et du coup, de comprendre toutes les interactions qui ont lieu entre ses pensées, ses émotions, ses comportements, les conséquences que ça a, et comment tout ça s'auto-entretient. Donc, on va essayer de comprendre, en fait, l'apparition et le maintien des problématiques. Et en fait, tout ça, ça va être ce qu'on appelle, nous, l'analyse fonctionnelle. Donc, on a plusieurs grilles d'analyse fonctionnelle en TCC. Vous pourrez les trouver facilement. Et voilà, après, on peut piocher celle qui nous convient le plus. Et l'idée, c'est de faire comme un schéma global de compréhension de ce fonctionnement à travers l'analyse fonctionnelle. À partir de là, en fait, on va émettre des hypothèses qu'en faisant varier telle ou telle chose dans notre schéma global qu'on s'est fait, dans notre analyse fonctionnelle, en faisant varier telle ou telle variable, donc tel ou tel comportement, telle ou telle émotion, et en fait, on va réussir à viser notre objectif. Et du coup, on va évaluer au début de thérapie, à T1, comme j'ai mis là, à la ligne de base, on va évaluer où en est la personne dans ce problème-là. Donc, on évalue soit avec des mesures comportementales, soit en lui demandant, par exemple, de mesurer combien de fois il a fait ça, combien de fois il a évité, versus combien de fois il a pu mettre en œuvre telle ou telle chose. Ou alors, on va mesurer avec des questionnaires, par exemple. Bon, il y en a moult. Et puis, on va mettre en œuvre l'intervention. Et puis, on va réévaluer à T2, c'est-à-dire après l'intervention. Est-ce que finalement,
on a réussi à atteindre nos objectifs fixés. Donc, vous voyez, il y a comme une démarche un peu, en fait, un peu scientifique derrière tout ça, une procédure un peu entre observer, faire des hypothèses et évaluer, évaluer avant l'intervention, évaluer après l'intervention. Je crois que peut-être tu peux passer… Non, peut-être pas tout de suite. Mais bon, voilà, merci Rémi. D'ailleurs, Rémi, n'hésite pas à intervenir aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais n'hésite pas à intervenir au besoin, parce que Rémi interviendra différentes fois au cours de ma présentation, et donc n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites. Donc l'idée à travers la thérapie, finalement, ça va être d'amener le patient à mettre en œuvre ces changements, en fait, hein, à mettre en œuvre les changements pour faire varier, en fait, nos variables, donc les émotions, les comportements ou ces pensées, pour qu'on puisse obtenir nos objectifs. Mais finalement, là, peut-être que vous vous retrouvez aussi dans vos interventions, parce que c'est peut-être aussi ce genre de choses-là que vous faites, c'est-à-dire que vous allez avoir un objectif, puis vous allez mettre en œuvre une intervention qui va être différente peut-être de celle d'un psychothérapeute. On n'a pas exactement les mêmes interventions, on n'a peut-être pas exactement les mêmes objectifs, là où nous, on va peut-être essayer d'intervenir sur les croyances, d'intervenir sur les émotions. Vous allez peut-être essayer d'intervenir sur d'autres facteurs. Mais quoi qu'il en soit, on fait des interventions, que ce soit vous ou moi. Et en fait, là où on a quand même des variables en commun, c'est que on doit accompagner la personne pour mettre en œuvre en fait notre intervention, pour mettre en œuvre les changements. Et c'est là où peut-être les TCC peuvent être intéressantes ou vous être utiles. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va essayer d'axer les choses avec Rémi. Donc, alors, je vois les questions en même temps qui s'affichent, mais j'imagine que c'est Oui. Mallory qui me les transmettra au besoin. Oui, après, si tu veux les lire et y répondre directement, vu que tu veux de l'interaction, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Donc là, c'est Chat qui demande, je n'ai pas bien compris le lien entre TCC et psychanalyse. Est-ce que Ouais, c'est c'est ce possible que de j'ai préciser? vu. Ouais, alors je me suis peut-être mal exprimée, j'ai pas voulu faire forcément un lien. C'était l'idée de replacer les TCC dans leur contexte, c'est-à-dire que c'est une psychothérapie. Et je citais d'autres approches psychothérapeutiques, notamment l'approche psychodynamique, qui est plus inspirée d'un courant psychanalytique en fait. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. C'est pas qu'il y a un lien, c'est que dans les deux cas, on sera dans une approche psychothérapeutique. Et voilà, après, c'est des courants théoriques différents et parfois, et on va le voir par la suite, parfois une posture aussi différente. Les deux sont des approches intéressantes et peut-être même complémentaires. L'approche psychanalytique va plus être dans l'idée peut-être d'une introspection et ce que va moins être peut-être les TCC, où on va être plus dans cette procédure-là dont je suis en train de parler justement. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Ok. Donc, du coup, alors peut-être que l'objet je vois en même temps la question, peut-être que l'objet de la présentation, c'est effectivement pas de mettre en balancement psychanalyse et TCC, mais effectivement, voilà, il y a différentes controverses par rapport à tout ça, et je suis ouverte pour en reparler peut-être après cette présentation. Donc voilà, je disais, en fait, l'idée globale, c'est de faire notre intervention auprès du patient, donc vous comme moi. Et en fait, c'est là qu'on se heurte aussi un peu à la difficulté de mettre en œuvre nos interventions. Parce que finalement, on sait, ou plutôt on croit savoir, ce qu'il faudrait que le patient fasse pour mettre en œuvre les changements. Donc, en fait, on serait tenté de lui dire, de le conseiller. Mais finalement, et là, Rémi, tu peux passer à la diapo suivante, mais finalement, c'est pas si simple parce que, en fait, nous, on croit voir, OK, il faudrait changer ça, et donc on a envie de lui dire et de lui prescrire, en fait, hein. On est un petit peu habitué à prescrire aussi telle ou telle chose qu'il faudrait faire, mais en fait, on voit bien que c'est
pas forcément, enfin, en tout cas, peut-être que vous vous en êtes rendu compte dans votre pratique, c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que des fois, on va se retrouver face à ce qu'on appelle des résistances du patient et on a beau lui dire, mais en fait, il faudrait mettre là des roues rondes pour mieux avancer. Finalement, lui, pour tout plein de raisons, parce qu'il a des résistances, parce qu'il a des croyances, parce qu'il a des habitudes qu'il a appris autrement, et ben, du coup, il ne va pas prendre ce qu'on lui propose. Et c'est là toute la difficulté de la thérapeutique, en fait. C'est comment l'accompagner pour qu'il puisse mettre en œuvre ces changements et qu'il puisse percevoir, en fait. Là, l'idée, c'est que la personne perçoive que les roues rondes sont mieux, en fait, parce que là, il y a tout plein de choses qui le gênent pour voir ça, et ce qui fait que il n'est pas réceptif à ce qu'on lui propose. Donc, du coup, l'idée de mon propos qui va suivre, ça va être justement de voir quels sont les principes des TCC qui pourraient vous aider pour accompagner le patient à mettre en œuvre ces changements. Super. Donc voilà, pour ce faire, en tout cas, en TCC, on va alors là, tout ce que je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être très banal, basique, parce que peut-être que vous aurez l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Néanmoins, essayez à chaque fois de vous poser la question, est-ce que ça, vous le faites? Est-ce que cette posture, vous l'avez? Est-ce que ces techniques de communication, vraiment, vous les mettez en œuvre? Parce qu'en théorie, on le sait, et en fait, en mise en pratique, c'est bien plus compliqué. Mais on essaiera de faire un peu de mise en pratique, même si ce n'est pas évident en visio, mais on essaierait quand même de le faire avec Rémi pour essayer de tester en fait ces différentes choses, cette posture ou ces techniques. Donc, l'idée en TCC, c'est de favoriser ce qu'on appelle une collaboration active. Donc, je vous mets un petit peu tous les mots-clés là sur le diapo pour que vous puissiez aller chercher si vous voulez avoir plus d'informations. En fait, le diapo, c'est vraiment des mots-clés pour que vous ayez les éléments essentiels. Donc, on va favoriser une collaboration active, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que le patient, c'est comme si en fait, soi et le patient, on était comme deux chercheurs et qu'on collabore ensemble pour essayer de résoudre le problème, en fait. Donc, on est vraiment dans une relation d'égal à égal. Le patient, il a ses connaissances et d'ailleurs, peut-être qu'il a bien plus de connaissances que nous dans son domaine. Sur son problème, en fait, il faut bien se rendre compte que lui, son problème, il connaît et il en a fait le tour, en tout cas à sa manière. Et que nous, on a un autre chercheur et puis on a nos autres connaissances et puis on va essayer de mutualiser un petit peu tout ça dans cette relation horizontale pour régler en fait le problème. Donc, ce qui s'opposerait en fait à une relation horizontale, ce serait une relation verticale, c'est-à-dire du soignant qui serait un petit peu sachant et qui dirait au patient ce qu'il doit faire. Alors, encore une fois, là, vous allez peut-être vous dire, bah oui, c'est logique, c'est comme ça que, que le patient peut plus mettre en œuvre des choses, changer, etc., et qu'on instaure plus de collaboration. Mais réfléchissez vraiment, est-ce que des fois, vous ne vous retrouvez pas dans cette posture, en fait, où finalement, vous êtes plus le sachant qui va lui dire, qui va lui prescrire un petit peu, qui va lui prescrire ce qu'il doit faire. Et d'ailleurs, des fois, les patients, ils viennent même avec cette demande-là, c'est-à-dire qu'ils viennent en disant, mais dites-moi ce que je dois faire pour plus avoir mal ou pour plus ci ou pour plus ça. Donc, on serait tenté, en fait, de leur dire et de rentrer dans ce qu'on appelle ces impasses relationnelles et d'avoir un style directif, en fait, et non pas de guider. Alors, pourquoi finalement ce ne serait pas pertinent d'être dans cette posture verticale? Parce que mais on va y revenir par la suite, mais globalement, plus on va essayer de convaincre, de conseiller, d'informer quelqu'un, et plus en fait la personne, elle va être résistante à ce qu'on l'invite à faire. Et donc et vous vous êtes déjà peut-être retrouvé dans cette situation-là, finalement, vous dites au patient ce qu'il doit faire, et lui, autant de fois où vous le dites, c'est autant de fois où il fait des pas en arrière parce que finalement, il recule en fait. Et donc, en fait, il y a l'idée que plus on va essayer de convaincre, plus la personne, elle va se radicaliser dans son propos. Mais on va y revenir encore une fois par la suite. En TCC également, l'idée, c'est de construire ce qu'on appelle une alliance thérapeutique.
Donc, l'alliance thérapeutique, c'est la manière dont il fonctionne. Donc, je n'ai pas compris la question. Pourquoi ne pas l'utiliser si c'est la manière dont il fonctionne? Alors, je n'ai pas bien compris. Si le patient en fait veut qu'on lui dise quelque chose, Oui, attend un conseil du kiné, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas? ouais. Ok, ben c'est une bonne question, effectivement. Alors, peut-être l'idée dans la question de la relation, c'est que c'est plus global. Et effectivement, des fois, on peut se retrouver quand même à donner des informations que le patient demande, ou même d'ailleurs on peut donner des informations, mais il y a une certaine manière de les donner, peut-être en lui demandant quelles informations il voudrait, etc. Donc, des fois, on peut se trouver justement à donner de l'information. Mais l'idée, c'est de comprendre que globalement, ça ne va pas être aidant d'être dans une posture répétitive de prescripteur et de donneur de conseils, en fait. Voilà, c'est plutôt global, je pense. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, j'espère. Voilà. Et puis après, on verra par la suite aussi pourquoi, en fait. Pourquoi, qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça peut créer. Donc, j'étais à l'alliance thérapeutique. L'idée de l'alliance thérapeutique, c'est d'avoir un bon balancement, en fait, entre deux facettes que font l'alliance thérapeutique, ce qu'on appelle la facette affective et la facette professionnelle. Bon, je ne sais pas si ce sera d'une grande importance pour vous, mais en fait, l'idée, c'est que pour créer un cadre propice à l'évolution du patient, il faut qu'on soit en bon balancement entre quelque chose d'affectif, donc qui serait l'empathie, l'authenticité, la chaleur, et de plus professionnel, le statut, les compétences, l'expérience. Et c'est quelque chose qui va être plus propice à son évolution. On va revenir aussi sur l'empathie. Et puis faire preuve d'une transparence. Bon, là, l'idée, c'est que les procédures sont claires, il n'y a pas de jargon, d'avoir un discours compréhensible par le patient. Toujours dans l'idée d'une collaboration, en fait, quand on collabore avec quelqu'un, et si on est dans l'objectif que le patient aille mieux, en fait, et s'autonomise, du coup, et mettre en œuvre des changements qui vont perdurer, il faut peut-être qu'on lui transmette aussi un maximum d'éléments qui comprennent bien, en fait, si le patient il sort de la thérapie en disant ça va mieux, mais je ne sais pas pourquoi, et finalement, la prochaine fois que ça lui arrivera, il ne sera pas capable de mettre en œuvre les choses qui lui ont permis d'aller mieux. Donc, c'est important aussi d'avoir cette transparence. N'est-ce pas vertical que de choisir de recueillir l'avis du patient Ah, je n'ai pas vu la fin de la question. J'ai pas vu la fin de la question, peut-être qu'on la reprendra après, j'imagine. Alors, ouais, ok. Alors, du coup, toute cette posture-là dont je viens de parler, on va essayer de voir comment on peut la favoriser, parce que en théorie, c'est OK, ça peut être compréhensible, mais comment concrètement ça peut se mettre en œuvre? Donc, l'idée, globalement, et là, Rémi, tu peux slide prochaine. Voilà, l'idée, globalement, c'est de favoriser l'empathie. Je crois que l'empathie, ça peut être peut-être clair au niveau théorique pour tout le monde, ce que c'est. Donc, c'est la capacité à percevoir, en fait, les émotions de l'autre. Et c'est ce qui va permettre de mettre en œuvre la relation d'aide. Donc, je passe sur ce que n'est pas l'empathie, c'est-à-dire la sympathie, l'antipathie, l'apathie. Peut-être un petit zoom sur ce qu'est la sympathie, ce serait le fait de pas forcément avoir une compréhension intellectuelle de ce que ressent le patient, mais plutôt ressentir avec lui. Donc là, il y a la personne qui saute dans le trou avec le patient, et ce n'est pas forcément ce qui va favoriser en fait la relation d'aide. Alors, qu'est-ce qui va favoriser l'empathie? Alors, avant de passer à la slide prochaine, Rémi, peut-être on peut même questionner les participants. Qu'est-ce qui, d'après vous, favorise l'empathie? Qu'est-ce qu'au niveau communicationnel vont être des éléments de communication qui vont favoriser l'empathie? Donc, je vois en même temps les réponses s'afficher. L'écoute, ok, donc il y a la notion de l'écoute active, validation de la douleur, écoute active, écoute attentive, reformulation, ouais. La communication, ouais. Comment par la communication on va le faire, justement? Communication non verbale, mirroring, se montrer compréhensif. Ok, donc ça rejoint l'empathie d'ailleurs. Les questions ouvertes, les reflets, les résumés. Je vois que vous avez plein de connaissances. Validation. Ok, super.
curiosité, bienveillance, bah, vous donnez plein d'éléments que l'on va aborder, bientraitance, super. Donc, faire de l'EM, bah, effectivement, il y a des éléments en fait, qui rejoignent l'EM. Donc, vous allez voir dans ce que vous avez dit, bah, en fait, c'est des choses qu'on va aborder. Alors, vous avez dit les questions ouvertes. Donc, effectivement, en fait, l'idée, c'est que si on veut être au plus près et comprendre au mieux ce que ressent le patient, puisqu'on était là-dedans, hein, l'empathie, et ben, rien de mieux pour ça que de poser des questions des questions qui vont permettre d'avoir le maximum d'informations. Et c'est ce que permettent les questions ouvertes. En fait, une question ouverte, hein, juste pour rappel, c'est une question qui va suggérer une réponse longue, large, et pas une réponse en oui ou non. Les questions fermées, elles, suggéreraient plutôt une réponse courte ou en oui ou non. Donc, je vous ai mis des exemples. Hein. Un exemple de question mirroring, ouais. Un exemple de question fermée. Avez-vous fait vos exercices? Une possibilité de transformation de cette question fermée en question ouverte. Comment se sont passés les exercices? Alors, je ne sais pas si vous voyez dans ces deux cas-là. Pareil, vous pouvez répondre sur le chat, hein, puisque je vois bien en direct. Essayez d'imaginer les réponses possibles à « Avez-vous fait vos exercices ?» Généralement, c'est plutôt en oui ou non. Et essayez d'imaginer les réponses possibles à comment se sont passés les exercices. Et là, vous allez avoir tout un panel de réponses possibles et qui, du coup, vont être au plus proche, finalement, de ce que voulait dire le patient. En fait, si on lui dit « Avez-vous fait vos exercices ?» bah, il ne va pas avoir beaucoup de possibilités de réponse et nous-mêmes, on va pas recueillir beaucoup d'informations. Si ça se trouve, il va nous répondre non, alors que si on lui pose la deuxième question, bah, il va nous dire, je ne sais pas, bah, j'ai eu peur de les faire. Bon, mais en fait, je me suis engueulée avec ma femme toute la semaine, c'est impossible de les faire dans ce contexte-là. Et en fait, on va recueillir des informations qu'on n'aurait pas eues avec nos questions fermées. Globalement, pour une question ouverte, vous avez beaucoup plus d'infos que pour 10 questions fermées. Donc, en plus, c'est une perte d'énergie. Alors, vous avez aussi abordé la question des reflets et des reflets et des reformulations. Donc, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Donc, pour reprendre pour tout le monde soit au clair par rapport à ça. Attention, écoutez bien, parce qu'après, on vous demandera potentiellement de participer. Donc, l'idée des reflets, c'est de répéter soit mot pour mot ce que dit la personne, ou soit en ajoutant une petite hypothèse. Exemple, une personne qui dirait mais ça peut plus durer comme ça, il faut que je me mette à bouger. Qu'est-ce que vous feriez là comme reflet, par exemple? Alors, un reflet en mot pour mot ou même un reflet avec hypothèse. Qu'est-ce que ça pourrait être comme reflet? Là, j'ai très peu. Vous mettre à bouger, ok. Vous mettre à bouger, point d'interrogation. À marcher, vous voulez dire, point d'interrogation, ok. Ok. Pas beaucoup de réponses sur les reflets. Qu'est-ce que vous entendez par vous mettre à bouger? Ok. Vous éprouvez le besoin de vous mettre à bouger. Ok. Vous souhaitez reprendre votre activité physique. Bouger comment? Alors, donc ce que je vois déjà dans ce que vous donnez comme réponse, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Donc, ça me permet de revenir sur quelque chose, c'est que et vous voulez vous remettre à bouger parce que. Ok. Donc, en fait, vous essayez de questionner pour en savoir plus. Donc là, finalement, on va être plutôt dans le questionnement, tandis qu'un reflet, vous en avez assez de cette situation, qu'aimeriez-vous faire en disant bouger? Ok. On est plutôt là dans une question plus qu'un reflet. En fait, un reflet, c'est vraiment une affirmation, en fait. On n'est pas dans le questionnement. Ce serait donc il y a le ton n'est pas le même. Hein. Le ton pour une question monte et le ton pour une phrase sans affirmative descend. Donc ce serait de dire, par exemple, il faut que vous vous mettiez à bouger. Voilà. Ça, ce serait juste de répéter mot pour mot. Ce serait un reflet mot pour mot. Vous n'en pouvez plus, il faut que quelque chose change. Exactement. Donc là, c'est la suggestion de Solène. Et bien là, c'est un reflet, effectivement. Et même, il faut que quelque chose change. Là, la personne ne l'a pas dit, donc il y a même une petite hypothèse. Donc, un reflet, ce n'est pas une question. C'est plutôt sur le mode affirmatif.
Alors, les reflets, ils ont plusieurs intérêts. Déjà, ils vont favoriser l'empathie parce que quoi de mieux pour se sentir compris que quand on répète les propos, quand on entend quelqu'un répéter ses propos, alors il ne faut pas faire le perroquet non plus, mais quand on entend quelqu'un reprendre nos mots et répéter ce qu'on a dit, finalement, on se sent compris pleinement, donc ça renforce vraiment l'empathie. Aussi, ça fait effet miroir. Donc, je ne sais pas si c'est… Je crois que quelqu'un avait évoqué peut-être ça. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que les patients ils vont s'entendre dire en fait ce qu'ils ont dit. En fait, on va leur renvoyer certains éléments. Par exemple, quand on dit ça ne peut plus durer, il faut que vous vous mettiez à bouger. Et le patient, il va entendre qu'il a dit ça et du coup, ça va lui donner plus d'arguments, plus d'éléments pour mettre en œuvre le changement. C'est un petit peu comme si il le dit, on l'aurait dit, et alors là, il se dit « Ah ouais, il faut vraiment que je me mette à bouger. » Donc, ça va faire un pas en avant vers le changement. Aussi, ça va l'inviter à préciser, en fait. Donc, pas besoin de poser une question pour préciser. Finalement, essayez de tester, vous verrez, si vous répétez simplement ce qu'a dit la personne, en fait, automatiquement, elle va aller préciser parce qu'elle va vouloir, revoir des détails de son propos. Donc, du coup, vous allez avoir plus d'éléments sur ses ressentis, sur ses pensées, et elle va approfondir sa pensée. Alors aussi, ce qui est important, donc j'ai mis renforce le rapport collaboratif, c'est l'idée que finalement, en somme, c'est une méthode pour vérifier la bonne communication, c'est-à-dire qu'entre ce que le patient voulait dire, ce qu'il a dit, ce qu'on a perçu, ce qu'on a compris, et du coup, vous le savez, il y a plein d'obstacles à tout ça, et du coup, on vérifie qu'on a bien compris ce que voulait exprimer le patient. Et du coup, on est davantage sur la même longueur d'onde, en somme. Alors, attention, oui, c'est vrai, les reflets, ils sont… c'est une possibilité. Attention, oui, les reflets, ils sont sélectifs. On ne va pas refléter n'importe quoi et à tout va. Alors, je ne voudrais pas aller trop loin, voilà, on ne peut pas tout voir, mais l'idée globalement, c'est de refléter au patient, si on est dans une idée de changement, c'est de lui refléter les arguments pour le changement, globalement. Hein. Donc, vous n'en pouvez plus, ça ne peut plus durer ainsi. On lui reflète les arguments qui vont lui donner envie de changer. Et on ne va pas refléter des arguments qui ne vont pas lui donner envie de changer, typiquement. Alors, je crois que tu peux changer de diapo, Rémi. J'espère que je suis claire pour le moment, que c'est ni trop simple ni trop compliqué, que tout le monde s'y retrouve. Hein. Je ne sais pas si Rémi, tu m'entends, si tu veux changer de diapo. Ok, super. Ok, merci pour vos commentaires, parce que comme ça, je peux m'ajuster en fonction. Hein, si vous me dites c'est trop simple ou voilà, je pourrais m'ajuster. Super, merci. Donc, du coup, autre élément important, là, vous voyez, on survole un peu toutes les techniques communicationnelles, hein, finalement, donc avec l'empathie, les questions ouvertes, les reflets, les reformulations. Et maintenant, il y a la question des résumés. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous avez mis dans vos commentaires, là, pour favoriser l'alliance et le changement. Mais c'est important aussi de faire appel à des résumés. Alors, les résumés, globalement, vous connaissez le mot résumé, donc vous savez ce que ça veut dire, mais c'est comme plein de reflets, en fait, dans un panier. Donc, c'est un petit peu comme si, au bout d'un certain temps, avec l'avancement de la séance, vous prenez différents éléments de l'entretien ou de la séance, et puis vous allez tous les renvoyer aux patients un peu d'un seul coup. Donc, vous imaginez bien que ça a plusieurs effets, plusieurs intérêts. C'est que déjà, si vous renvoyez tout d'un seul coup, plein d'éléments pour le changement, ça va lui renvoyer un petit peu à la figure tous les arguments qu'il a à changer. Imaginez-vous, hein, si par exemple, vous allez voir un thérapeute pour arrêter de fumer, par exemple, vous avez plein d'arguments pour arrêter de fumer, mais finalement, ce n'est pas forcément clair dans votre esprit. Et puis, vous dites tout plein de choses. Et puis, au bout d'une demi-heure d'entretien, le thérapeute vous reformule tout ça, vous résume tout ce qu'il a entendu. Donc, c'est-à-dire, il pourrait vous dire, ce que je vois depuis le début de l'entretien, vous m'avez dit qu'à la fois, fumer, ça vous apportait quand même un certain plaisir et même une impression de gérer votre stress. Et en même temps, vous me dites que ce que vous n'appréciez pas, c'est que vous avez l'impression que vous vous sentez mauvais,
que chez vous, ça sent pas bon, du coup, vous discutez avec votre femme, et puis que finalement, vous êtes essoufflé, vous êtes beaucoup plus essoufflé qu'avant quand vous fumiez moins. Donc là, on lui renvoie tout ça. Et en fait, la personne, elle va avoir envie de continuer, quoi. Elle va avoir envie peut-être même d'ajouter des arguments. Ah oui, en fait, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'aussi, je pue. Et puis au travail aussi, finalement, ça embête tout le monde. Je passe un petit peu pour quelqu'un qui n'a pas d'hygiène, etc. Donc, ça peut inviter à ajouter des éléments très importants parce que ça peut être des éléments pour le changement, par exemple. Parce que ça peut être des éléments qui vont être importants pour vous, dont vous devrez tenir compte pour accompagner la personne au changement. Alors aussi, ça va renforcer le rapport collaboratif dans le sens où à nouveau, on va vérifier, en fait, après tout ce temps d'entretien, on va vérifier que OK, on a bien compris, on a bien, après tout ce flot d'informations, en fait, on a bien retenu les infos qui nous semblaient pertinentes. Est-ce que c'est aussi ces mêmes infos qui semblent pertinentes aux patients? Et du coup, on se fait ensemble, quoi, ce résumé pour se remettre un peu sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai mis que ça a renforcé l'alliance thérapeutique, facette affective et facette professionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a l'idée que vous imaginez quand vous êtes, imaginez-vous face à un soignant, et puis en fait, au bout d'une demi-heure d'entretien, il vous répète différentes choses que vous avez dit au début de l'entretien, au milieu, à la fin, et puis il vous renvoie tout ça. Et finalement, vous allez vraiment vous sentir écouté, en fait, et vous allez vous rendre compte qu'il a tenu compte de différentes choses que vous avez dites au fur et à mesure de votre rencontre. Et au niveau de la facette professionnelle, disons que ça cadre, ça structure et ça guide en fait l'entretien. Donc voilà, ce que par exemple, cette personne n'aurait pas en allant voir un ami parce que l'ami partirait avec lui dans les différentes choses sans forcément reprendre tout ça et faire un résumé de tout ça. Donc c'est quand même un outil important. J'ai mis structure pour l'intervenant, c'est-à-dire que pour vous aussi, ça a un intérêt, pour nous, pour moi aussi, notamment quand on se sent un petit peu... quand on se sent un petit peu peut-être perdu même, quand on ne sait plus bien où on en est. Alors, je ne sais pas, vous, ce que vous faites quand vous êtes un peu perdu, quand vous ne savez plus bien où vous en êtes. C'est pareil, vous pouvez répondre sur le chat. Mais l'idée, globalement, c'est essayer de faire ça. La prochaine fois que vous ne savez plus bien où vous en êtes, essayez de vous dire, OK, je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, ça prend 30 secondes. Hein. Mais essayez de voir l'effet que ça peut avoir. Ça peut aussi, pour vous, vous structurer, finalement, et vous éviter de tomber dans des travers, dans d'autres travers relationnels, finalement. Je veux bien dire quelque chose. Ouais, OK. Parce que les résumés, en fait, c'est vrai que vous ne les avez pas notés tout à l'heure dans les outils. Et Ouais. pour moi, les résumés, c'est vraiment le joker, quoi. C'est pour toutes ces raisons-là, et ces 4 raisons-là. Ça crée de l'alliance, ça renforce le rapport collaboratif, le patient va rajouter des éléments, et du coup, ça nous permet de nous structurer. Et dans cet ordre-là, je trouve que c'est très bien. Quand votre patient est compliqué, que ça part dans tous les sens et qu'à un moment donné, vous êtes tenté, en général, dans ces cas-là, quand ça part dans tous les sens, de repartir sur un truc très facile que vous savez faire, on va mettre les mains dessus, on va poser une question sur le VA. En général, plus on est paumé, plus on repart sur les trucs qu'on sait faire. Et en général, ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait depuis le début. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Dès que vous êtes en galère, tout joker, la carte résumée. Et là, vous faites un résumé qui est forcément est complètement imparfait parce qu'en fait, vous n'avez pas tout compris. Mais le patient, du coup, il comprend que vous n'avez pas tout compris et du coup, ça l'intéresse. Il se dit, ah, ok, donc il essaye. Donc moi, du coup, je vais reprendre les éléments. Et puis, alors oui, mais en fait, ce n'est pas simplement qu'il n'a pas tout compris, c'est qu'en plus, j'ai oublié de lui dire ça. Et ça débloque énormément de situations. Donc si ce soir, vous avez un truc, je pense, à prendre, c'est faire plein de résumés. Ça nous sauve dans toutes circonstances. Voilà. Je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment super intéressant. Je me permets de prendre la parole puisque Audrey pose une question. Ouais, elle dit, j'aime bien résumer, mais chez les patients angoissés, ils ont tendance à redire ce que je viens de résumer, comme si ça les relançait. Comment faire? Ouais. Alors, vas-y. Tu veux, Rémi, veux répondre? Vas-y. On va peut-être répondre tous les deux. Donc déjà, merci d'avoir appuyé mon propos. Et c'est vrai que sur l'aspect aussi, ça peut nous aussi nous structurer. Et du coup, faites appel à ça, vous verrez. Donc oui, les résumés chez les patients angoissés. Alors déjà, ce qui peut arriver. Ils ont tendance à redire. Alors oui, c'est ce que d'ailleurs je disais, c'est qu'un résumé, ça va, vous voyez, c'est un des points, ça va inviter à ajouter des éléments.
Donc, bien sûr, un bon résumé, il fait ajouter des éléments. Donc là-dessus, c'est parfait. Par contre, là, ça ne le fait pas dans le sens que vous voudriez, en fait, Audrey. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il ajoute des éléments, c'est le principe du résumé. Par contre, vous voudriez qu'il ajoute des éléments dans un autre sens et pas forcément dans le sens de ce qui l'angoisse. Et bien là, en fait, c'est l'idée. Vous avez vu quand je vous ai proposé le résumé, par exemple, par rapport à la cigarette. Donc, j'ai dit, en fait, vous dites que la cigarette, ça vous procure du plaisir et ça vous invite à, enfin, ça vous donne l'impression de gérer votre stress. Et en même temps, vous avez l'impression de sentir mauvais, etc. Et là, j'ai cité tous les éléments qui allaient pour le changement. Et en fait, finalement, c'est important de finir par ce que l'on veut que le patient complète. Donc, peut-être que si le patient complète à propos de son angoisse, c'est parce que dans votre résumé, vous finissez là-dessus et que vous mettez dans votre deuxième partie du résumé des éléments qui vont dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, si ça a été clair. Et si Rémi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est exactement ça. Mais des fois, même sans le mettre à la fin, des fois, on fait une pause suffisamment longue pour que le patient, lui, intervienne sur cette chose qui véhicule de l'émotion. Et donc, il va avoir tendance, effectivement, à repartir sur un discours un peu rodé, de plainte ou de… Voilà. Et parfois, simplement, le fait de ne pas laisser trop de temps pour cette partie-là. Après, si le patient en a besoin, on peut se dire que ça peut être intéressant de perdre 10 minutes là-dessus parce qu'il a besoin de reconnaissance par rapport à ça. Donc, parfois, nous, on se dit, moi, en fait, j'ai surtout envie de m'occuper de son dos et son truc, ça me saoule. Mais il faut être à l'écoute pour savoir si finalement, pour lui, il ne vaut pas mieux perdre 10 minutes à faire ça pour vraiment valider sa problématique pour ensuite partir sur autre chose. Donc, c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas de solution idéale et ça dépend du ressenti que vous avez avec le patient. Ok. Super. Donc, je pense qu'on n'est pas en avance. On n'est pas en avance. Ok. Ah bah ouais, c'est vrai, c'est possible, ouais. Je vois l'heure. Okay. C'était un petit truc en passant. Je peux essayer de faire plus bref sur les différents, enfin en tout cas d'amener l'essentiel par rapport aux différents éléments. Moi, ce que je veux, c'est surtout que vous le compreniez le mieux possible. Et je ne veux pas non plus parler plus vite parce que des fois, on comprend moins bien. Alors, on en était au résumé. Alors après, il y a l'idée des renforcements, renforcement positif, valorisation, c'est ce que j'écrivais là, pour donner une définition brève et parlante de ce qu'est un renforcement. C'est l'idée d'arroser ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est ce qu'on a décidé ensemble avec le patient de voir pousser. Donc, d'arroser ce qu'on veut voir pousser. Donc, comme je disais au début, un petit peu ces variables qu'on veut faire bouger, en fait, et on va essayer de les arroser quand on les voit apparaître pour les renforcer, pour qu'elles grandissent davantage. Et d'ailleurs, inversement, de ne pas arroser ce qu'on ne veut pas voir pousser, en fait. Donc, un bon renforcement, ça va du coup augmenter la probabilité de survenue d'un comportement, en fait. Augmenter la probabilité que le comportement qu'on arrose va revenir. Alors, l'intérêt de ce renforcement, c'est bien sûr d'encourager vers le changement. Je crois que vous l'avez compris à travers cette petite métaphore avec la plante. Mais aussi de lui apprendre à lui-même nourrir en fait son sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, c'est de renvoyer au patient, vous devez être fier de vous. Quand on lui renvoie ça, on lui apprend quelque part à lui-même s'interroger et se dire ah ben ouais, en fait j'ai de quoi être fier de moi, et peut-être lui-même apprendre à se le dire et du coup à s'auto-renforcer, et pour quand on sera plus là, il sera capable lui aussi de s'auto-renforcer et de s'autonomiser dans ce changement-là. Peut-être important quand même d'aborder ce que serait une vision opposée d'un renforcement, parce que encore une fois, c'est théorique là, comme quand je l'aborde, et puis finalement on se dit ouais, mais on le fait, etc. Mais comment ça se passe vraiment en pratique? Est-ce qu'on le fait? Comment on le fait, etc. En fait, l'idée différente d'un renforcement, et l'idée opposée, ce serait de penser que les gens, ils ont plus de chances de changer. En fait, ils doivent se sentir suffisamment mal et au fond du trou, en fait, quelque part, pour rebondir et pour changer.
Alors, peut-être que vous allez rire en entendant ça et en disant mais n'importe quoi. Mais finalement, c'est quand même une idée qui est répandue et c'est quand même, et c'est quand même une technique qui est utilisée peut-être fréquemment. Ce serait par exemple de dire aux patients, mais si vous continuez comme ça, vous allez être complètement déconditionné à l'effort. Ou oui, mais si vous, un fumeur, si vous continuez, parce que là, je continue sur mon exemple du fumeur, hein, si vous continuez comme ça, vous allez mourir d'un cancer du poumon. Comme si on avait l'idée qu'en fait, ça va l'aider à rebondir, en fait. Donc, attention, bien évidemment, plus on fait ça et plus on renvoie au patient déjà ce qu'il sait déjà, donc voilà, et plus on renvoie aussi au patient finalement son impuissance et son désarroi, et en fait, on lui renvoie son découragement à changer. Tandis que quand on le valorise, du coup, on va nourrir sa capacité, son sentiment de capacité de changer. Donc, c'est bien plus puissant de valoriser que de faire appel à cette technique-là qui serait un peu plus dévalorisante finalement. Ouais. Je ne sais pas si Rémi, je crois que j'ai l'impression que tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, par rapport au renforcement positif, Ouais. si vous avez un patient dans votre cabinet qui est sur un vélo et puis que vous faites, allez, on y va, allez encore plus vite, allez encore, allez, vas-y, on pédale, on pédale, on pédale. Est-ce qu'on considère dans ces cas-là que c'est du renforcement positif? Vous pourrez répondre oui ou non sur le chat. Ça, non. Non. Ok. Est-ce que, Julie, il ne fallait pas répondre la première. Est-ce que tu peux prendre la parole pour dire pourquoi, par exemple? Pourquoi? Parce que c'est toi qui as été la plus rapide. Pourquoi est-ce que pourquoi ça n'est pas du renforcement positif pour toi? À moins qu'elle ne veuille pas prendre la parole. Voilà, c'est ça. Sinon, on passe au suivant. Ok. Sinon, il y a Myriam. Il y a Chat, autrement. Sinon, Chat, elle va oser. Comme vous voulez, je veux bien. Allez, vas-y. Du coup, oui, j'ai répondu assez vite non, en me disant que pour moi, le renforcement positif, c'est plus, on va l'encourager, mais plutôt en disant, c'est dur comme ça. C'était quoi? C'était Il était sur le vélo et je disais, allez-y, encore, on y va, allez, on y va un peu plus vite, bravo. On peut même dire bravo, hein, on y va, voilà. Mais en fait, c'est plutôt de savoir lui comment il se sent plutôt. Est-ce qu'il peut aller plus vite? Est-ce que c'est dans ses capacités d'aller plus vite? Plutôt lui demander vis-à-vis de lui. Ah, c'est pas simple. Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien. Déjà, comment il le ressent? Ok. Franchement, merci Myriam, hein, déjà, parce que c'est pas simple, hein, effectivement, de prendre la parole. Merci beaucoup, c'est cool, c'est un peu plus, un peu plus interactif. Ce qui va être important aussi, c'est quels sont les objectifs et quel est le contrat collaboratif qui a été mis en place. Si je veux absolument que mon patient fasse de l'exercice et qu'en gros il le fait pour me faire plaisir, ce n'est absolument pas du renforcement positif. C'est un encouragement qui vient de ma part et j'oblige mon patient à faire quelque chose. On n'est plus du tout dans du renforcement positif. Et je parle de cet exemple-là parce qu'on a tendance à penser en tant que kiné que mon patient devra à tout prix faire une activité physique et à tout prix faire des exercices parce que c'est ça que la littérature nous dit de faire. Là, on est dans du scientisme et c'est assez éloigné du renforcement positif. Le renforcement positif, c'est fonction du patient et c'est fonction de ce qu'on a établi ensemble comme objectif. Voilà. Et à ce moment-là, on renforcera des choses qui auront été établies ensemble. Et sinon, c'est forcer le patient à faire quelque chose. Et là, c'est plus du tout la même chose. On fait plaisir au kiné. Vous faites plaisir peut-être, mais ce n'est pas du renforcement positif. Et en TCC, c'est vraiment important. Ce renforcement positif, c'est ça. Ce n'est pas de l'encouragement. Ce n'est pas de la stimulation à faire quelque chose qui sera bien pour lui. C'est ce qu'on a décidé ensemble. Ouais, dans ce que tu dis, Rémi, du coup, il y a l'idée de la motivation. Est-ce qu'elle va être extrinsèque ou intrinsèque? Si on est dans une valorisation, en fait, c'est que le patient va construire une motivation intrinsèque à changer, tandis que si c'est pour faire plaisir au kiné ou pour répondre à ses encouragements, du coup, ce sera plus une motivation extrinsèque. Il y a plein de questions, du coup, en fait, c'est pas évident, je crois. Au début, j'y arrivais, mais maintenant, j'arrive plus à toutes les voir. Donc, j'en attrape quelques-unes et s'il y en aura d'autres, j'espère qu'on aura le temps à la fin, je sais pas. Mais moi, Elsa, nous, pardon, je te coupe. Nous, on est sur le truc. Donc, si tu veux, laisse tomber le chat et nous, on te pose les questions quand tu veux pour te couper. Hein.
Ok, pas de problème. J'en ai vu une passer, juste la flèche du pire est une technique. Donc, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui connaît un petit peu les TCC qui aborde ça. Donc là, on est dans un autre domaine, c'est la technique de la flèche descendante. Hein. Je crois que c'est ça quand Ouais, Boris parle de la flèche du pire. je pense que c'est ça. Et la technique de la flèche descendante, c'est dans un autre contexte qui ne serait pas forcément lié à la question d'engager vers le changement. Et ce serait plus pour avoir accès en fait au schéma de pensée de la personne. Qu'est-ce qui en fait dans le fond lui fait peur en fait, et du coup on a accès à ces choses qui sous-tendent en fait ces cognitions, qui sous-tendent ces pensées. Voilà, donc c'est encore autre chose dans ce sens-là. Alors, du coup, où on en était donc, pour renforcement valorisation, je crois qu'on a bien fait le tour. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu. Alors, j'essaye de me retrouver pour ne pas oublier des choses. OK. Alors, recontextualisation. Alors, comme son nom l'indique, peut-être que vous connaissez. L'idée, c'est de remettre dans le contexte, en gros, ce que dit le patient. Donc, souvent, les patients, enfin, c'est pas rare, en tout cas, qu'ils aient un discours un petit peu général, un peu flou. Et donc, la technique de la recontextualisation, c'est d'essayer justement de rendre un peu plus spécifique leur discours. Alors, du coup, hein, la généralisation, ça peut avoir lieu dans le cas d'un patient qui dramatise justement ce dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, il exprime les choses de manière très globale et très générale et très négative. Et du coup, l'idée, c'est de reprendre et de l'inviter à spécifier son propos. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Un patient qui vous dirait « j'en ai marre, je m'en sortirai jamais ». Voilà un exemple de phrase de généralisation, en fait, et même de catastrophisme. « J'en ai marre, je m'en sortirai jamais ». Qu'est-ce que vous répondriez à ça pour l'aider à recontextualiser? Quel genre de questions pourrait permettre une recontextualisation, en fait? Est-ce que vous répondriez à « j'en ai marre, je m'en sortirai jamais ». Pas beaucoup de réponses dans le chat. Tout le monde est parti manger. Il est un peu tard. Ok. De quoi en avez-vous marre? En quoi pourrais-je vous aider? Quel moment clé vous pose problème? De quoi en avez-vous marre spécifiquement? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous paraît insurmontable? Ok, super. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Ok. Pouvez-vous me donner? Ok, super. Donc, alors, il y a plein de choses. Alors, en quoi pourrais-je vous aider? C'est une question ouverte, super. Pour autant, on n'est pas forcément dans la recontextualisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de respécifier son propos. Finalement, lui, là, il est en train de dire, je m'en sortirai jamais, j'en ai marre. De quoi en avez-vous marre spécifiquement? Justement, on va essayer de spécifier là son propos. Qu'est-ce qui vous paraît insurmontable? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ok, fixons ensemble des objectifs. Ok, jamais, jamais. Donc, je vois la question jamais, jamais, ça permet de rebondir. C'est-à-dire que là, quelque part, on va essayer de le convaincre de l'inverse. Mais si, il y a bien des moments il y a bien des moments où vous en avez pas marre, quoi, quelque part. Alors que l'idée d'une recontextualisation, attention, c'est de toujours le faire dans le sens de ce que dit le patient. Donc là, effectivement, ce serait de dire, mais de quoi en avez-vous le plus marre? Ou est-ce que vous pouvez me donner un exemple précis d'une situation où vous avez ressenti ça, en fait? Et donc là, le patient, il va être invité à dire ce dont il en a le plus marre et de spécifier ça, ou de donner des exemples plus précis, le contexte d'apparition, etc. Et du coup, on va avoir beaucoup plus d'éléments concrets finalement. Donc, c'est important de le faire dans le sens du vécu du patient. Sinon, évidemment, le patient il va avoir l'impression qu'on ne comprend pas en fait. Hein. Si on lui dit par exemple jamais, jamais, le patient il va essayer de nous convaincre que c'est vraiment jamais parce qu'en fait, on ne l'a pas compris. On n'a pas compris qu'il en avait tout le temps marre. Donc, du coup, il va nous donner plein d'arguments pour nous expliquer que c'est bien tout le temps et que en fait, ça ne va jamais bien. Et du coup, nous, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas qu'il balance tout plein de discours qui n'iraient pas dans le sens du changement. Alors, du coup, peut-être tu peux passer à la diapo suivante. J'espère qu'on n'est pas trop dans le timing. Voilà. C'est important d'être à l'écoute des résistances au changement. Donc, résistance au changement, c'est en fait tous les éléments, tout ce qui va être dans le discours du patient ou sa posture ou autre qui va nous faire entendre qu'il y a des choses qui font barrière au changement. Tout ce qui va évoquer de l'ordre de ses capacités, des raisons qu'il a, des besoins qu'il a qui ne vont pas dans le sens du changement.
Par exemple, un patient qui nous dirait « je ne pourrai jamais ». Pareil, essayez de répondre « qu'est-ce que vous feriez face à ces marques-là de résistance, face à des phrases comme celle-là ? Je ne pourrai jamais ». Ou même, par exemple, un autre type de phrase qui pourrait évoquer des résistances. « Le sport, ça empire ma fibromyalgie », par exemple. Qu'est-ce que vous diriez face à un patient comme ça qui a ces marques-là de résistance ? Et pareil, je vous laisse répondre. Qu'est-ce qui change quand vous faites du sport? N'y a-t-il pas une exception? Qu'est-ce qui vous pose problème? Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir? Avez-vous déjà essayé de commencer très doucement? Tous les sports? Ok. Donc là, wow, plein de... Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ok. Pas mal de réflexes correcteurs. Donc, c'est-à-dire, quels symptômes apparaissent exactement? Ok. Pédagogie face à la résistance, c'est une question. Pouvez-vous envisager de faire du sport différemment? On lui suggère un petit peu. Alors, vous voyez, il y a des questions qui sont en fait des suggestions déguisées, en fait. Pouvez-vous envisager de faire différemment? Est-ce que vous avez pensé à essayer doucement? Est-ce que finalement, le sport, ce serait pas intéressant? En fait, ça, c'est des questions, mais qui déguisent finalement des suggestions. Donc là, on revient à la posture dont on parlait, un peu verticale, et en fait, ce qui se met en place souvent, je ne sais pas si là peut-être Rémi voudra intervenir, mais ce qui se met en place face aux résistances en fait du patient, bien souvent, c'est un réflexe correcteur. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'un peu d'argumenter contre ses croyances, contre ses résistances en fait. On va avoir un peu envie de le conseiller. Alors soit on le fait directement, mais non, carrément, mais non, vous allez y arriver, ou mais non, en fait, en réalité, on s'est rendu compte que le sport, c'était un très bon traitement pour la fibromyalgie, etc., par exemple. Ou alors un peu plus subtilement, en posant des questions en fait, qui vont aller dans le sens de le convaincre de l'inverse. Donc, l'idée peut être dans une pédagogie face à la résistance. Donc là, c'est la question de chat. C'est justement qu'est-ce qu'on peut faire face à ces résistances plutôt que d'être dans ce réflexe correcteur, qui est bien normal d'ailleurs. Si on a ce réflexe correcteur, c'est parce qu'on a envie d'aider. Et si vous êtes là ce soir, si moi je suis là ce soir, c'est qu'on a envie aussi d'aider nos patients. Donc du coup, on veut faire au mieux. Et quand on voit quelque chose qui nous saute aux yeux, on a envie de le convaincre d'autres choses et on a envie d'argumenter en fait. Donc, on est vraiment tenté de faire ça et c'est bien normal. C'est pour ça que ça s'appelle un réflexe. Mais finalement, c'est important de se questionner quel effet ça va avoir sur le patient. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on va convaincre un point de vue et plus le patient il va se radicaliser dans son point de vue. Pensez à vous, je ne sais pas, quand vous êtes dans un débat, par exemple, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé d'être dans un débat quelqu'un soutient un point de vue un petit peu inverse du vôtre, finalement, vous vous mettez à soutenir des arguments et à radicaliser un petit peu vos propos. Alors même que quand vous sortez du débat, vous dites mais pourquoi j'ai dit ça, mais en fait je suis pas aussi radical finalement dans ma pensée. Mais en fait c'est le discours de l'autre aussi qui vous a amené à vous radicaliser de plus en plus. C'est-à-dire que plus on force, plus on argumente et plus le patient lui aussi va argumenter et il va se radicaliser dans son idée que non il pourra pas et que non il n'y arrivera pas, etc. Et nous c'est pas du tout ce qu'on veut. Je crois que tu peux passer un peu, Rémi, prochaine. Voilà, et encore, ok, et encore, ok, et encore du coup. Voilà, alors j'ai mis une super citation, très bien argumentée scientifiquement. Là, vous reconnaîtrez peut-être pour certains de qui elle vient. Résiste prouve que tu existes, mais c'était l'idée de montrer que en fait, le fait de résister en fait au changement et du coup aussi de réagir en radicalisant ce propos, c'est une manière aussi d'être libre pour l'humain et d'exister. Donc, comme tout le monde veut être libre, on n'a pas envie d'écouter ce que l'autre nous dit et on n'a pas envie de faire ce qu'il nous dit et on a même envie de le convaincre de l'inverse. Je dis juste une chose, c'est vrai que moi, je pense qu'au départ, on était tous d'accord sur vous étiez tous d'accord sur le côté très horizontal de la relation, sur le côté non paternaliste. Et vous voyez, en fait, on a tous, et je pense que c'est notre métier de kiné qui veut ça, on a tous tendance dans ce moment où on est avec le patient, où on doit être dans la phase d'écoute, on est avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe, à venir intégrer tout de suite dans cette phase qui doit être qu'une phase d'écoute, notre petit grain de sel. Il y a Benjamin Schandorf qui lui dit on vient mettre nos sales pattes dans la tambouille du patient.
Et du coup, on perturbe la narration. Et si le patient était prêt à nous dire quelque chose dans les secondes qui suivent ou les minutes qui suivent, le fait qu'on est indirectement, il le sent peut-être orienter une réponse ou douter de quelque chose, eh ben, il va peut-être plus nous dire cette chose qui pour lui était importante parce qu'il nous fera peut-être un peu moins confiance. Et c'est pas grand-chose, mais ces petites réflexions nous font perdre l'horizontalité de la relation et nous remettre un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que moi, je t'encourage quand même à penser que ça peut se passer autrement, parce que moi, je suis thérapeute. Et ce n'est rien, c'est une petite phrase, mais cette petite phrase, elle veut dire beaucoup et surtout, elle fait complètement une perturbation de la balance et on n'est plus du tout à l'équilibre. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça dont on ne se rend même pas compte parfois. On se dit, ah non, mais moi, voilà, j'essaie vraiment d'être égal à égal avec le patient, ça. Mais en fait, si dans la phase de bilan, déjà, on essaie de dire, ah, mais non, vous savez, ce n'est pas forcément l'arthrose. L'arthrose, vous savez, selon les études, selon les… Non, ce n'est pas du tout le moment. Et même des petites phrases comme ça, c'est pareil, ça rajoute aussi quelque chose. Voilà. La phase de bilan, d'écoute, c'est une phase d'écoute. Et ensuite, on verra un petit peu comment faire. Mais si on n'a pas l'intégralité les anglo-saxons qui disent de la big picture, si on n'a pas cette big picture complète, et ben, du coup, on ne peut pas savoir ce qui va être possible avec le patient. Et si on est intervenu dans cette phase-là, eh ben, on n'aura pas toute cette big picture. On aura la big picture, mais avec nos pattes comme ça posées en plein milieu, on va avoir des trous. Voilà. Ouais. Merci Rémi pour les précisions. Je ne sais pas si vous avez vu les questions, Elsa et Rémi. Ouais. Alors je vois aussi là par rapport à la question tout à l'heure pour la recontextualisation, je pense, Tanguy qui dit, ou je sais plus sur quel élément, sur la résistance peut-être, je sais plus. Qu'est-ce qui vous soulage alors? Donc vous voyez là, on est encore dans le réflexe correcteur, c'est qu'on a envie de lui dire, mais en gros, il y a bien des choses qui vous soulagent et qui nous donnent des éléments, alors que nous, on veut plutôt aller dans son sens. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Il y en a une, c'est… Ouais, j'imagine. Tu l'as vu, j'y ai pensé, je l'ai vu. Alors vas-y, commence. Non, mais vas-y sur les valeurs. Non, sur le DDPD, de l'entretien motivationnel. Ah, d'accord, vas-y. Demander, partager, demander. De l'entretien motivationnel, c'est une sorte de méthode un petit peu. Alors moi, je dis méthode parce que j'ai déjà un a priori, mais pour amener en fait une conversation avec un patient, pour être sûr de lui demander les choses sans lui imposer quelque chose. Et effectivement, l'entretien motivationnel peut aider à créer cette alliance thérapeutique. C'est pour ça que c'est fait. Alors après, personnellement, je trouve ça rigide, l'entretien motivationnel, mais Elsa, on a une toute autre expérience et je trouve ça au contraire très souple et très sympa. Donc voilà, donc c'est bien aussi C'est-à-dire que quand on le voit comme une technique, ça peut prendre un aspect rigide. Quand on le voit plus comme une posture ou une vision, eh ben, on peut le voir comme de manière plus souple. Bon, après, là, ce n'est pas l'objet de l'entretien motivationnel aujourd'hui, bien qu'en fait, c'est beaucoup d'éléments que vous pourriez retrouver dans l'entretien motivationnel. Donc, si tout ça vous intéresse, bah, vous pouvez aller voir du côté de l'entretien motivationnel. Je vois Gabriel aussi qui a dit, on a l'impression de connaître les principes, mais au final, dans la pratique, ce n'est pas évident à pratiquer. Et c'est vrai, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est difficile, parce que là, on présente des éléments pratiques, mais on les présente de manière théorique en essayant de mettre le plus de pratique possible, mais ça reste en visio. Et donc, Gabriel qui dit, on manque peut-être d'outils de communication. Ben voilà, ce sont ça, ces outils-là. Après, l'idée, c'est de les pratiquer un maximum, en fait. D'essayer, pourquoi pas, vous, de reprendre, en fait, de reprendre les points, dire, OK, vous faire un check, question ouverte, une valorisation, etc. Et d'essayer au maximum de les utiliser, par exemple, pendant une séance. Vous essayez une fois. Et l'idée, c'est de pratiquer. C'est ça qui permet de les apprendre, en fait. Ok, voilà. Et quelqu'un me rejoint pour le M, Rémi. Oui, je vois ça. C'est la personne qui a posé une question sur le M, d'ailleurs. Voilà, bon, pour continuer sur ces… Ouais. Vas-y. Pardon. Pour continuer sur les résistances, l'idée, ça va être plutôt, en fait, justement, de prendre ces résistances déjà comme des alliés, comme des amis, de pas les voir comme des ennemis, en fait, pas se dire, oulala, mon Dieu, résistance, faut que j'essaye de le convaincre. Non, essayez de percevoir que finalement, je vous invite à une autre vision de la résistance, mais c'est que c'est beau aussi, c'est quelque part une opposition de vie, c'est-à-dire que la personne, elle est ambivalente, quoi, et il y a des choses qui résistent en elle pour changer et d'autres choses qui font qu'elle a envie de changer. Et du coup, c'est d'essayer de voir déjà les résistances comme des amis et pas essayer de taper dessus et de convaincre de l'inverse, et essayer
tu peux juste passer un petit truc. Voilà. Et essayer donc de voir comme des amis, et essayer de finalement les repérer, juste parce que ça va être pour nous un repère pour se dire « Ouh là là, mais en fait, j'essaye d'aller plus vite que le rythme du patient. » Et il y a l'idée que, en fait, on ne va pas aller plus vite. Si on essaye d'aller plus vite que le patient, on va se casser les dents parce que, et ça vous est peut-être arrivé d'être avec des patients, ils ont des choses à faire chez eux, des exercices, etc. Puis ils reviennent deuxième séance, ils ne les ont pas fait, alors que pour autant, vous l'avez prescrit de le faire. Troisième séance, pareil, ils peuvent venir à 10 séances, finalement, ils n'ont pas mis en œuvre les changements. Alors finalement, on va bien lentement, alors qu'on voulait aller vite. Donc l'idée, c'est vraiment, alors j'ai marqué « Allons lentement, nous sommes pressés », parce que je ne sais plus de qui c'est, alors là, je n'ai pas marqué. Mais c'est l'idée que en fait, si on est pressé de ce changement, allons au rythme du patient. Repérons que là, il n'en est pas à cette étape, il n'est pas prêt à mettre en œuvre le changement. Du coup, on va ralentir pour se mettre, et là, on est encore dans cette relation horizontale et ce rapport collaboratif pour avancer ensemble, en fait, pour le guider vers ce changement. J'ai plus qu'une diapo, donc c'est bien parce qu'on va, voilà. Urgent d'attendre, exactement, c'est aussi ça, urgence d'attendre. Alors, la découverte guidée, j'en parlais justement par rapport aux résistances. Là, c'est plutôt de la découverte guidée qu'on va faire. Alors, l'idée globale de la découverte guidée, c'est que, alors j'ai noté, on se persuade mieux par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues par l'esprit des autres. Ça, gardez-le bien à l'esprit. C'est-à-dire que le patient, il va être bien plus convaincu par ce qu'il dit lui que par ce que vous dites vous. Et voire même, si vous dites des choses à l'inverse, encore une fois, il va renforcer son point de vue contradictoire. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir percevoir où en est le patient et de l'amener à découvrir, à le guider vers une découverte autre, en fait, de remettre en question. Là, j'ai mis le dialogue socratique, en fait. Donc, l'idée, c'est par des questions, par des questions sur ses croyances, par des questions ouvertes, d'essayer de remettre, de mettre en lumière les ambivalences, les incohérences qu'il a dans son discours pour que lui-même, en fait, se dise « Ah bah oui, tiens, en fait, je dis ça, mais finalement, je me rends bien compte dans la pratique que c'est autre chose » et que lui-même le formule et que lui-même, du coup, soit amené à changer de point de vue. Il y a l'idée que apprendre, c'est changer de point de vue, c'est de faire l'expérience de quelque chose et c'est surtout pas recevoir une information. Quand on reçoit une information, on prend comme une connaissance, tandis que quand on fait l'expérience de quelque chose, là, ça devient vraiment une croyance, en fait. Ça devient vraiment une expérience. Donc, l'idée de cette découverte guidée, ça va être de l'amener à ça, à avancer avec lui depuis son point de vue. Et ça nous demande de nous lâcher nos croyances aussi, de lâcher notre point de vue peut-être de sachant, justement, ou de savoir, et de se dire, OK, en fait, je vais juste essayer de comprendre ce que le patient, lui, pense, et je vais essayer de le guider, de réfléchir avec lui à propos de ça. Donc, un ensemble de questions ouvertes, de reflets, de reformulations, de tout ce qu'on a vu, en fait, jusqu'à présent. Rémi, là, je pense, je ne sais pas si on a le temps de faire. Si, en fait, là, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que, vu qu'on est limité dans le temps là maintenant, ouais, c'est qu'on prenne, je pense que le plus constructif, ce serait qu'on prenne quelqu'un qui était motivé pour parler de mimer son patient difficile, et qu'on passe directement à toi qui fait sa prise en charge. Alors, est-ce qu'on peut sinon demander l'avis de, je sais pas, comme ça, des oui/non? Alors, c'est quoi le choix? Le choix. En fait, on avait l'idée de peut-être que quelqu'un qui aurait un patient, justement, qui aurait du mal à mettre en œuvre certains changements, donc puisse jouer son patient. Voilà, faire comme un jeu de rôle. Et puis, quelqu'un qui pourrait se proposer pour essayer de au maximum mettre en œuvre ces techniques-là qu'on a vues, de questions ouvertes, de reflets, de reformulation, voilà. Donc, de résumé. Donc, ce serait ça. Et puis, dans un deuxième temps, si nécessaire, si ça peut montrer autre chose, de le faire nous-mêmes avec le patient, entre guillemets, enfin, la personne qui joue le patient.
D'accord. Et du coup, Rémi, En tu 2 temps. proposais de passer directement à la deuxième étape À l'étape où ouais. Elsa nous montre un petit peu, comme en plus vous avez l'air quand même pas mal au taquet, ce qui serait intéressant c'est de voir peut-être Elsa qui nous fait une évaluation, sachant que si on veut après avoir du temps pour les questions, j'ai un peu peur qu'on soit juste en fait. C'est ma tête qui me dit que… Ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça, Rémi. Il y aura un temps d'échange après. Il y aura un temps d'échange après sur tout ça. Et est-ce que ça pourrait convenir, Elsa? Ah bah oui, moi ça me convient. Je trouve que c'est moins didactique, mais ça peut… Parce que je trouve que ce qui est didactique, c'est de tester ça, en fait. Mais après, bon, à chacun de… On ne peut pas tout faire, hein, donc à chacun de s'entraîner aussi. Hein, voilà. Donc c'est possible de faire comme ça. À ce moment-là, faisons ça et puis on garde un temps d'échange pour la fin entre les questions et probablement d'autres participations des personnes qui sont présentes pour vous poser d'autres nouvelles questions qui vont émerger entre-temps. Ok. Allez. Alors j'ai la pression. Hein, je vois, oui, on veut voir Elsa en action. Alors, ok. Alors par contre il fallait que quelqu'un, en fait, il faut que quelqu'un se propose. décide, se propose. Je sais pas, un patient difficile, on avait, mais voilà, après c'est vague. Donc, Alors l'idée, c'est peut-être pour qu'on… Pardon, excuse-moi Rémi. Pour qu'on pour qu'on symbolise un peu toutes ces choses de technique communicationnelle, c'est peut-être justement quelqu'un qui est un peu ambivalent peut-être dans la mise en œuvre de ces choses-là. Je sais pas, on fait de ce côté-là. qui aurait un peu de Comme ça. résistance, qui aurait… Ouais. j'imagine que c'est difficile. Normalement, c'est que vous avez dû avoir une résistance. Mais voilà. Donc, est-ce que quelqu'un aurait un patient un peu intéressant et qui serait super motivé, le premier qui prend la parole à gagner, et en disant son prénom? Oui, vous pouvez enlever votre muet sur le micro si un de vous veut prendre la parole, ou alors mettez-le dans le chat. Vous avez eu des réponses positives dans votre questionnaire parce que vous posiez la question? Ouais, on en a eu plein des réponses positives. Même alors, vous êtes plein à vous demander derrière le PC, je me lance pas, je me lance pas. Vous n'êtes même pas obligé d'allumer la caméra. Ah là là, après coup, il y a moins de monde, c'est ça? Je crois que là, tout… Ils ont peur d'Elsa. Sinon, ouais, moi je vais juste… Ça, c'est ta grosse voix, Elsa, qui fait ça. Ah ouais, mince. Moi, je veux bien si vous voulez. Ah, ça y est, Philippe M. Ah, ou Anthony Alimi. Alors, et Anthony qui propose ou Vas-y, Philippe? Anto. Vas-y. Si tu veux, Philippe, comme tu veux. Hein. Ouais, vas-y, si tu préfères. Je te laisse la place s'il faut. Allez, ok, on y va. Alors, du coup, qui est-ce que j'ai là enfin, la personne m'entend? Anthony. Anthony, ok. Donc, du coup, l'idée là, c'est que, bon, c'est un patient, on va dire, c'est un patient que toi, tu as, hein, c'est ça? Oui, c'est une Ok. patiente. Une patiente, Je vous épargnerai la voix efféminée, mais voilà. Ok. Que tu vois depuis combien de temps? 1 an. 1 an, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement le contexte, voilà, juste pour qu'on ait quelques éléments pour commencer? Alors, c'est une dame qui a des douleurs persistantes, généralisées, avec des douleurs récurrentes, peut-être même constantes, en bas du dos et qui descendent dans la jambe. Ces douleurs-là sont en lien avec ce qu'on appelle la fibromyalgie, du coup, qui semblerait plutôt être confirmée par son tableau clinique. Elle a fait beaucoup de thérapies alternatives. Enfin, encore beaucoup. Elle est persuadée que ces douleurs proviennent de fibrose dans ses tissus liés à une opération qu'elle a eue bien plus jeune. Elle a fait beaucoup de fasciathérapie qui ne l'ont jamais vraiment soulagée. Il n'y a jamais vraiment quelque chose qui a soulagé. Ok. Toi, qu'est-ce que tu essayes de faire avec elle? Eh ben, alors, du coup, elle a des enfants elle a un fils kiné et un fils médecin qui lui ont dit qu'il fallait qu'elle bouge. Et ils lui ont dit ça de manière très abrupte. Et du coup, c'est un petit peu… en gros, elle attend de plus avoir mal pour bouger. Et du coup, on a fait un peu d'activité physique ensemble et on a vu que ces douleurs, quand elle maintenait un petit peu l'activité physique, elle est plutôt en train de diminuer, ces douleurs.
Elle était plutôt dans une augmentation de sa fonction. Ok. Et donc, du coup, l'idée, ce serait de… Là, le problème, c'est qu'avec le confinement, elle allait régulièrement à des séances de stretching. Et avec le confinement, ça s'est arrêté. Et du coup, elle n'a pas trouvé la motivation pour refaire seule des choses. Ok. Ok, alors du coup, je suis en train de penser, les autres aussi, je vous invite pendant notre petit jeu de rôle à noter ce que vous repérez. Est-ce que vous repérez des recontextualisations, des reflets, des résumés? Bon, je ne sais pas si je vais tout pouvoir faire en 3 minutes en fait, hein, parce que bon, évidemment, un entretien, ce n'est pas 3 minutes. Mais si vous repérez déjà des petites choses, bah, n'hésitez pas à le marquer. Vu qu'on a que ça, on peut peut-être faire un petit peu plus, on peut peut-être faire 5 minutes, mais pas 2 minutes. Ouais, bon, on va voir, peut-être, on verra quand est-ce qu'il y a assez d'éléments. Ok. Du coup, hop, j'entends plus Anthony. Si, je suis là. Ah si, ok, c'est bon. Ok, donc là, on va imaginer que c'est une séance où elle revient et peut-être voilà, voir comment ça s'est passé entre-temps, etc. Donc, je me mets un petit peu dans ton rôle, on va dire, entre guillemets, hein, même si je reste psychologue. Ok. Donc, comment on va l'appeler? On lui donne un autre prénom. Robertine. Robertine, ok, très bien. Donc, bonjour Robertine. Alors, comment ça s'est passé depuis notre dernière séance? Ah comme d'habitude, hein, je suis fatigué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à la famille. Là, en ce moment, en plus, à la maison, ils sont beaucoup. Là, ils n'arrêtent pas de demander que je recommence à faire à manger, tout ça. Et moi, je suis vraiment fatigué là en ce moment. Ok. Donc, depuis la dernière fois, vous vous êtes senti toujours fatigué. Et à la maison, on vous a beaucoup demandé de choses. Comment vous vous êtes senti par rapport à toutes ces demandes-là? Moi, je suis un peu fatigué de tout ça. Puis, c'est vrai que j'adore faire ça. Hein, j'adore être là pour tout le monde, tout ça. Mais moi, là, en ce moment, je peux pas trop. Je suis un peu en mode hibernation. Il y a l'hiver qui arrive, tout ça. Là, j'ai envie de me reposer simplement. Ok. Donc là, vous auriez-vous envie de vous reposer et en même temps, c'est des choses que vous aimez en fait, hein, de faire toutes ces choses-là. C'est des choses que Oui, vous appréciez. oui, mais là, c'est l'hiver et j'ai remarqué que tous les ans, c'est comme ça. Quand c'est l'hiver, et ben, en fait, j'ai plus d'énergie. Je suis fatigué. Et là, voilà. Donc, je peux vraiment… Ok. Donc là, vous me dites que justement, c'est l'hiver, vous avez plus d'énergie et de faire toutes ces choses-là. Et en même temps, vous venez me voir. Ça fait plusieurs séances que vous venez pour justement essayer de mettre en œuvre des choses. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ces deux versants-là de la pièce, on va dire, ces deux faces de la pièce? En même temps, je sais que si je fais rien, si je reste chez moi, voilà, ça ira pas. Mais là, j'ai vraiment pas d'énergie et donc du coup, je me botte les fesses pour venir parce que je sais que sinon ça va pas aller, mais je peux pas faire grand-chose de plus. Donc en tout cas, vous arrivez à vous donner l'énergie pour venir jusqu'ici. Oui. Ok. Donc malgré la fatigue, malgré tout ça, vous arrivez certaines fois à vous botter les fesses. Et qu'est-ce que ça vous apporte quand vous faites ça? Quand vous vous bottez les fesses pour venir, quand vous vous bottez les fesses pour faire quelque chose? Je vois pas trop, je sais pas trop ce que ça m'apporte. Ouais. Ok. Ouais. Finalement, c'est à se demander, est-ce que vraiment ça vaut le coup de venir? Non, parce qu'il faut que je vienne en même temps parce que j'aimerais bien quand même que… Je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose, mais j'arrive pas, je suis fatigué en ce moment et je sais que c'est comme ça parce que je suis en mode hibernation. Ok. J'ai pas écouté, j'étais en train d'écrire, mais ok. Donc là, vous me dites que en fait, si ça vaut le coup de venir quand même, c'est important pour vous. Oui, c'est important. D'accord. Ok. Peut-être que on peut s'arrêter là. Je sais pas. Ça fait combien de temps? J'ai déjà essayé de faire quelques petites techniques communicationnelles. On a 2 minutes, hein, mais c'est comme tu le sens, Elsa.
Je sais pas. Alors, je vois plusieurs choses. Ouais. Bah, je pense qu'on peut, comme ça, on laisse la place aux questions aussi. Ok. Alors, mais du coup, effectivement, renforcement positif, il y a un point d'interrogation. Oui, il y a eu valorisation. Résumé, question ouverte. J'ai juste ajouté reflet amplifié. C'est quand je le lui ai dit finalement, ça vaut pas le coup que vous veniez là. Donc, je reflète ce qu'il a dit, mais en l'amplifiant de manière à ce que, en fait, et vous avez vu, il a tenu du coup la position inverse, en fait. Hein. Quand je lui dis ça vaut pas le coup, bah, finalement, il a donné d'autres arguments pour montrer que ça valait le coup. En fait. Donc, plus on va avoir une posture et plus il va essayer de donner l'inverse. Ouais. Et par rapport à ça, c'est vrai que je vous invite à penser à ce moment-là ce que vous avez eu dans la tête. Est-ce que vous n'auriez pas eu l'idée, mais oh, ben quand même, ça vous fait du bien de venir, vous voyez, ou quelque chose comme ça qui aurait été justement à l'inverse de cette situation-là et qui n'aurait peut-être pas eu autant de résultats positifs au final. Ouais, moi, je trouverais ça presque risqué de faire cette réflexion-là, de dire ah bah alors ça sert à rien de venir. J'aurais trop peur qu'ils disent bah ouais. Ouais. Mais alors, ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses, mais au final, c'est vrai que il faut essayer pour voir. Et puis, après, il suffit juste d'être à l'aise avec ces techniques-là. Et puis, comme à chaque fois, pour être à l'aise avec ces techniques-là, il faut quand même avoir un peu l'habitude de les utiliser. Mais il y a rarement de réponse aussi radicale de mon expérience. Pour le coup, avec cette patiente-là, c'est ce qu'on a fait. Hein. Je lui ai proposé d'arrêter les soins, du coup. Et elle m'a dit non, je vais continuer quand même. C'est juste laissé une semaine de pause et elle est revenue la semaine d'après. Et c'est là où on peut aussi se servir de ça pour mettre en avant l'ambivalence. Hein, justement, il y a quelqu'un qui a bien repéré qu'il y avait cette ambivalence qui était mise en avant. À la fois, vous venez et à la fois, dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens que je l'ai fait, c'est-à-dire à la fois, vous me dites que vous ne pouvez pas faire ça, que vous êtes en mode hibernation, etc. Et à la fois, vous venez ici. Donc, toujours à la fin, vous venez ici pour que la personne donne plus d'arguments pour ce changement. Pour simplifier la mise en ligne de cette vidéo replay de conférences sur les TCC, nous avons enlevé la partie questions-réponses qui a pris un temps plutôt conséquent à la fin de l'intervention de Elsa et Rémi. Donc, nous allons clôturer cette conférence là-dessus. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Rémi, merci Elsa. C'était super. On n'a que des commentaires très, très positifs, comme quoi c'était très intéressant, très pratico-pratique, très actuel aussi. Enfin, en tout cas, voilà. Vous avez fait le boulot. C'était super. Merci à tous pour votre écoute, malgré l'heure tardive et la durée à rallonge de l'intervention. C'est très bien, ouais. Vous avez tenu, donc voilà. Et j'espère que ça pourra, même si, bon, certes c'est pratique, mais c'est aussi très théorique dit comme ça, donc que ça pourra aussi vous servir et que vous pourriez peut-être essayer de le mettre en œuvre en fait dans vos séances. Merci beaucoup. Ouais, non, c'est super. Juste un petit mot pour CNCR. Du coup, les conférences vont reprendre en janvier. On reste en visio pour l'instant, étant donné le contexte actuel. Donc, pour ceux qui sont encore connectés, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous envoie rapidement sur la page CNCR de Facebook pour quelques nouveautés et puis pour vous parler des conférences à venir. Voilà.